Je m'appelle Carlo Casaletta. Je suis le fils de Rosario Casaletta et le petit-fils de Carlo Casaletta que mon père, très respectueux des traditions, a tenu à honorer en me donnant son prénom. Un cadeau dont j'aurais pu me passer tant je détestais cet homme qui était brutal, vantard et sans éducation. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans une maison de repos de la banlieue niçoise où il croupissait, le souffle coupé en deux, le contour du visage méchamment mordu par le temps et son ancienne beauté enfin dévastée par le poids de 92 ans d'une existence qui n'avait servi à rien. Son corps dégageait un parfum d'urine mêlé à celui de la pommade mentholée dont on lui enduisait le dos matin et soir, l'odeur du vieux qui s'accroche et que la mort n'arrive pas à fixer dans sa ligne de mire. Mon grand-père s'était inventé un passé de boss respecté alors qu'il n'était qu'un vaurien sans envergure et sans aucune imagination. Il aurait voulu être un baron, mais il a vécu toute sa vie exclu de la hiérarchie du milieu, très loin, très très loin de l'aristocratie de la pègre dont il avait fait sa deuxième religion, après la catholique bien entendu. Il avait rêvé de Malavita, du statut de malandrin de quartier, celui devant qui on s'écarte, celui à qui on cède le passage, celui dont on admire la mise et envie la réussite. Venu de Sicile, il s'était installé à Nice, espérant pouvoir soigner cette image de crève-la-faim qui faisait la mauvaise réputation des gens du Sud, ceux-là même qui sont prêts à vendre leur fille pour un âne, 6 pains, 10 fiasques de vin et 2 sacs de charbon. De cette dernière visite à mon grand-père, il me reste le souvenir d'un cadavre vivant qui sent la pisse. C'était il y a 15 ans. Après, il est mort. À la place des funérailles de capot de la mafia qu'il avait fantasmé, il eut droit à une courte cérémonie désertée de tous et à laquelle même la Vierge Marie, connaissant la félonie du Tartuffe, avait hésité à assister. En 1927, de retour vers l'Italie qu'il n'a jamais atteint, arrêtant sa course juste avant la frontière, il avait dû précipitamment quitter la Belgique à cause d'une sombre histoire qui a longtemps fait mon fardeau. Dans ses divagations de fanfaron, Carlo Casaletta nous avait toujours dit qu'il avait vu un homme mourir dans une chambre de bonne à Bruxelles. Un épisode crucial de sa propre mythologie dont il aimait rappeler ou inventer les détails sordides. Il avait quitté la Belgique juste avant que les cafés et les restaurants n'affichent cet avertissement, interdit aux chiens et aux Italiens. Lui qui avait pourtant fait le serveur dans plusieurs établissements de la capitale belge où il avait atterri, attiré par la possibilité d'une vie meilleure. Là-bas, il avait rapidement rejoint une petite communauté essentiellement composée de célibataires qui avaient pour eux la jeunesse, l'énergie et une grâce racée encore jamais vue en ces contrées. Un charme exotique qui s'était répandu comme une bonne nouvelle à travers la ville grise où les femmes découvraient le plaisir de succomber à ces étrangers dont elles pouvaient soigner la nostalgie qui, à certaines heures du soir, les transformait en enfants égarés. L'esprit cadenassé par les coutumes et les superstitions, habitué à croiser de loin des filles au corps de saintes, des corps interdits, des corps inaccessibles, il se laissait séduire par ces Belges que tous trouvaient à leur goût, même si beaucoup les traitaient de puttane. Bruxelles était alors un endroit fissuré, de bout en bout par un spectaculaire chantier ferroviaire qui s'exhibait comme une blessure ouverte en plein air que le mauvais temps faisait ruisseler de boue et de saleté. Le décor n'arrangeait pas le vague à l'âme de ces jeunes hommes, souvent happés par le souvenir du soleil, de la mer, de leur mère, des oliviers et des chansons. Carlo Casaletta fréquentait Tony Pavone, Gino Malaparte et Vittorio Stravalone, avec qui, pour anesthésier la mélancolie du pays, il s'enfonçait dans la nuit, qui deviendra vite son terrain de jeu favori. Celui où, en plus d'expériences amoureuses volatiles, il accumulerait les mauvais coups et les amitiés douteuses. Grâce aux relations qu'ils avaient développées avec une certaine clientèle dans les restaurants et les cafés où ils avaient servi, Carlo, Vittorio et Gino avaient pénétré le cercle souterrain des petites frappes bruxelloises. Souvent rejoints par Tony, engagés comme ouvriers sur le terrible chantier du train, ils avaient l'habitude de se pavaner, tirés à 4 épingles et de fouler un périmètre d'action qu'ils avaient délimité entre le Flying Club, le Canary et la Clé de Sol, des bars dont ils avaient fait leur point de chute. Un triangle qu'ils prétendaient vouloir transformer en territoire contrôlé, ce qu'ils n'étaient jamais arrivés à faire, leur aptitude au crime n'étant pas à la hauteur des ambitions de ce milieu où nageaient des poissons beaucoup plus gros qu'eux.
Dans la bande, mon grand-père était le plus frondeur, le plus méchant et le plus beau, au point d'envisager de se lancer dans la carrière de souteneur, un projet qu'il abandonna assez rapidement lorsqu'il s'aperçut que, plutôt que d'exploiter le charme des autres, il pouvait très bien vivre du sien. En plus de menus larcins qu'il avait menés jusqu'au beau quartier de la capitale et lui rapportait un peu d'argent, il vivait au crochet de quelques femmes plutôt riches et plus si jeunes qui ne voyaient aucun inconvénient à le payer pour l'avoir dans leur lit. Cette réputation de gigolo le précédait partout où il allait. Repoussant les limites de sa propre morale et pour se faire plus d'argent encore, il acceptait de coucher avec des hommes qu'il faisait payer plus cher. Il avait beau se signer à chaque crucifix croisé, invoquer la Madone à tout bout de champ et jurer ses grands dieux de ne pas être de la jaquette, il profitait de l'obscurité de la nuit pour rencontrer, parfois très furtivement, des inconnus. Des hommes souvent tétanisés par la peur de se faire démasquer, mais qui se seraient flagellés pour obtenir un seul de ses regards. Gonflé de rage, vexé des moqueries de Vittorio et de Gino sur son comportement de petite crapule à voile et à vapeur, il aimait de temps en temps finir l'un de ses clients en le tabassant. Dégoûté par son vice, certain que la honte du type lui assurerait de ne jamais être dénoncé. Je savais tout ça car mon grand-père avait souvent pris la table en otage, la considérant comme le meilleur endroit où énumérer ses exploits de malfrats. En omettant d'évoquer son bref passé de prostituée, que je découvrirai beaucoup plus tard, il se vantait d'avoir corrigé tous ces déchets de l'humanité qui avaient osé mal le regarder. Sans jamais exprimer une once de regret et encore moins de compassion, il riait de ceux à qui il avait cassé la gueule. Il disait que, de leurs dents tombées, il s'était fait un collier. Malgré les remarques de mon père Rosario, lui demandant d'éviter d'exhiber ses faits d'armes en public, c'est là, au terme de repas qu'il venait de demander à Dieu de bénir, le cœur malaxé par sa répugnance, que mon antipathie pour lui a grandi. Carlo Casaletta et Vittorio Stravalone avaient fait la connaissance de Gaspar Verloop au Flying Club. Verloop était un garçon fragile que les mauvais traitements de la vie avaient endurci. Il était connu pour ses mœurs louches et ambiguës, mais aussi pour son goût pour les lieux malfamés, le champagne et la cocaïne dont on ne savait pas toujours d'où il l'attirait. Mon grand-père, cet ordure, indigne frère de ceux qui aujourd'hui tabassent des pédés et leur éclatent la rate, avait appris à connaître et à apprécier Verloop. Ses origines modestes et son instabilité lui rappelaient sa propre condition de loup nomade et d'enfant de la misère. Comme mon grand-père, Gaspard avait peu fréquenté l'école, savait à peine lire et écrire, ce qui ne l'empêchait pas d'aligner des mots mal orthographiés qu'il appelait des poèmes d'amour. Gaspard était le fruit pourri d'un milieu où l'alcool ruinait tout et où les coups rythmaient un quotidien où il n'y avait rien à faire sinon essayer de les éviter. Abandonné à son sort par des parents qui n'en voulaient pas, mis à la disposition du juge des enfants à 13 ans, il avait déjà été condamné 5 fois pour vol lorsqu'il rencontra Carlo et Vittorio. Délaissant Gino et Tony, fatigués des virées nocturnes et accablés par l'imbécilité de mon aïeul, Carlo, Vittorio et Gaspard passaient une partie de leur temps à monter des coups dont 1 sur 2 échouait, l'autre étant consacré à boire et à faire danser des femmes à qui ils soutiraient leur argent. Dans cette amitié naissante, Gaspard avait cherché à se rapprocher de Vittorio, qu'il préférait à mon grand-père. Ce dernier lui avait fait comprendre en ricanant et en lui pinçant la joue qu'il aurait beau essayer, il n'arriverait pas à séduire son ami qui filait dans le droit chemin des amours autorisés, car il n'avait jamais montré aucune disposition pour la chose entre hommes. Les occasions n'avaient pourtant pas manqué lorsque l'esprit désinhibé et le corps relâché par le champagne et la cocaïne, les trois finissaient dans la chambre de Vittorio, affalés sur le lit, les bras et les jambes entremêlés. Mais rien ne s'était jamais passé. Trop abattus qu'ils étaient par les derniers verres de liqueur qui les menaient, proches du coma, vers les 8 heures du matin. Ce jour-là, dans la tanière de l'Italien, alors que Carlo dormait tout habillé à même le sol, Gaspard Verloop était étendu à côté de Vittorio. Encore plus ivre que les autres fois, il avait eu un geste déplacé sur la personne de Stravalone et qu'il avait repoussé avec un grognement. Les sens altérés, Verloop avait insisté, laissant sa main s'aventurer sur la cuisse de son compagnon qui avait fini par se relever, lui intimant l'ordre d'arrêter en le plaquant contre le matelas qui puait l'alcool et la sueur. Penché sur lui, les yeux mauvais, Vittorio avait murmuré entre les dents des mots que Gaspard n'avait pas compris mais qui sifflaient comme des menaces.
Effrayé, il avait réussi à tendre le bras et saisir une bouteille vide sur la table de chevet. Dans un mouvement formant un arc parfait, il l'écrasa sur le sommet du crâne de son assaillant. Sonné, Vittorio avait eu le réflexe de détourner la tête, ce qui avait permis à Gaspard d'apercevoir la plaie qui commençait à s'y former et d'où suintait un liquide visqueux. Furieux, l'Italien avait essayé d'attraper Gaspard à la gorge, mais découragé par la nausée qu'il sentait monter en lui, il avait baissé les bras et s'était penché en avant, la main sur le cœur, pour laisser passer le malaise. Mais dans un sursaut brutal et inattendu, Vittorio s'était alors jeté sur Gaspard, insérant ses mains autour de son cou. Mal placé et désorienté, son corps n'arrivait pas à peser sur celui de son ami qui parvint à se dégager. La vue brouillée par le sang de son compagnon, Gaspard Verloop comprit qu'il allait se faire massacrer. Le deuxième coup avait frappé Vittorio à la tempe avec une telle force qu'il eut deux conséquences. L'explosion de la bouteille dont on retrouvera des morceaux sous le lit et la mort de l'Italien qui s'effondra sur le plancher. En reprenant ses esprits, avant d'avertir Carlo qui, cassé par la fatigue de la nuit, n'avait rien entendu de la dispute, Gaspard avait pris le temps d'observer le visage de Vittorio. Les traits rudes et imparfaits lui rappelaient la gueule des détenus qu'il avait connus en prison et qui, contre toute attente, furent les seuls à lui offrir un peu de tendresse en ce bas monde où sa mauvaise étoile l'avait condamné à la violence et au mépris. Réveillé et paniqué par la situation, mon grand-père avait conseillé à Gaspard de faire disparaître le corps de Vittorio en le découpant et en le jetant dans le canal. Sans aucun égard pour la malheureuse victime, sans aucun respect pour l'amitié qui les avait liés et sans un regard pour Gaspard, perdu les bras ballants dans la sidération de la catastrophe, Carlo Casaletta avait quitté la chambre. Volatilisé dans la nature, il fut cité par Verloop lors de l'enquête et du procès qui suivra, sans que ce dernier ne révèle jamais son identité, montrant un esprit beaucoup plus loyal que celui de mon grand-père. Le dossier faisait brièvement référence à, je cite, « un mystérieux Italien qu'on n'a jamais retrouvé ». Ce mystérieux personnage, c'était mon grand-père. Cet immonde déserteur qui s'est sans doute lavé de sa lâcheté par un passage au confessionnal, demandant pardon à Dieu qui, admiratif devant tant d'abnégation et tant de belles choses accomplies, ne pouvait rien lui refuser. Il avait refait sa vie à des milliers de kilomètres du lieu du crime, dont il prenait un plaisir sadique à énumérer les éléments macabres, notamment à propos de la découpe du corps à laquelle il n'avait pourtant pas assisté. Il avait beau décrire une boucherie sans nom, la vérité était plus sobre et plus triste. Gaspard Verloop avait méthodiquement scié la tête et les membres de Vittorio, secoués dans le dos par des à-coups de sanglots qui, dans un flux mêlant la vie à la mort, faisaient tomber des larmes salées sur les plaies ensanglantées du cadavre dépecé. J'ai longtemps été obsédé par cette histoire macabre racontée par mon grand-père. J'ai passé 10 ans de ma vie à visiter Bruxelles sur les traces de Vittorio Stravalone et de Gaspard Verloop, dont j'ai rapidement appris qu'il avait été condamné à mort pour assassinat au terme d'un procès d'assises qui s'était tenu en 1928. Personne dans ma famille n'a jamais su que je m'étais penché d'aussi près sur cette affaire qui, malgré sa gravité, semblait n'avoir dans mon clan que le statut d'anecdote rabâché en fin de banquet. Des résultats de mes investigations, je n'ai jamais rien fait, pas même le début d'un roman, l'intrigue me paraissant trop énorme pour être crédible dans le genre de livre que j'écris. Le dégoût que m'inspirait mon grand-père lorsqu'il faisait le récit de cet épisode de sa jeunesse m'avait poussé à y voir plus clair dans la tragédie de Gaspard. Cet homme oublié de tous, cet homme qui n'avait manqué à personne et dont je n'ai jamais retrouvé la trace d'aucune sépulture, ni tombe, ni trou, ni fosse. Cet homme venu sur terre pour endurer un lot de solitude que sa naissance décida grand et pesant. Cet homme mort dans le silence sans que personne ne s'en aperçoive. Cet homme que je n'avais jamais connu, mais que je savais être un frère de douleur. Sans doute avait-il subi les mêmes insultes que des années plus tard, inchangé, intact, égorgé de la même haine, j'avais moi-même subi. Sans doute avait-il été la cible des mêmes crachats dont le jet, une fois dévié vers moi, n'avait rien perdu de sa force infectée. Dans les minutes du procès que j'avais consulté, outre les détails de la scène du meurtre, j'avais découvert que Verloop avait construit sa défense en précisant qu'il s'était défendu face à Stravalone, désireux de le soumettre à un acte contre nature.
Le meurtrier avait clamé son innocence et, renversant les rôles, avait expliqué à la cour qu'il avait repoussé la proposition indécente de son compagnon de beuverie, mais que son insistance dévergondée lui avait fait perdre ses nerfs. Là se trouvait toute l'histoire des hommes qui, rongés par la honte, calcinés par le feu de la culpabilité, aliénés par la morale, traqués par le regard d'une justice qui en faisait des hors-la-loi, entretenaient la haine de soi. Ceux-là préféreraient accuser les autres d'un penchant qui était le leur et qui n'était pourtant pas un défaut, pas même une tare, et encore moins un crime. Vous venez d'écouter 3 hommes et la nuit, une histoire écrite et racontée par Sébastien Ministru. Une fiction basée sur un crime réel, l'affaire de Kayser. Rendez-vous sur rtbf.be/noir-jaune-rouge pour écouter les autres histoires de la collection et découvrir plus de contenu. Une production de la fiction digitale de la RTBF pour la première. Pour la fiction digitale, Sophie Berck, Marine Van Kempenhout et Serge Tavitian. Direction artistique Serge Tavitian. Enregistrement Roland Beaune. Mixage Francis Leclerc.